Je vais vous présenter donc cette arme nouvelle de la Grande Guerre. En quelques mots, vous dire pourquoi je suis intéressé par l'aviation. Depuis tout petit, peut-être parce que je suis né à Toulouse. Donc j'étais professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et ma spécialité c'était l'aéronautique et l'espace. Donc sur ces armes nouvelles, les armes nouvelles de la Grande Guerre, vous le savez, hein, le char d'assaut, le tank, le sous-marin, l'avion, les gaz, l'énorme progrès également de la médecine. Mais bon, l'aviation est un domaine qui apparaît et qui a marqué incontestablement l'histoire, comme la majorité de ces armes nouvelles. Alors, je vais un peu remonter dans le temps, sinon on n'est pas historien. J'ai retrouvé dans ce texte du comte d'Argenson ces quelques phrases qui sont quand même absolument extraordinaires. Il faut savoir que le premier essai de ballon, c'est les frères Montgolfier, comme vous savez, c'est 1783. Or, vous avez, il écrit ça entre 1735 et 1738, et il parle d'une nouvelle charge de secrétaire d'État pour les forces aériennes. Il y aura beaucoup plus tard un secrétariat d'État à l'aviation. Mais allons plus vite dans le temps, c'est une affaire, l'aviation militaire, hein, puisque ce sont les militaires qui vont être très intéressés. Il ne faut pas oublier qu'il y a en 1870, la France a connu une grave défaite, et il y a ce côté revanchard. Et voilà, si on a beaucoup parlé lors de la Seconde Guerre mondiale des armes secrètes allemandes, nous Français avons fait un peu pareil lors de la fin du siècle, la fin du 19e, début du 20e siècle. Le canon de 75, par exemple, est également issu de cette époque-là. Et on a pensé, les militaires ont pensé que, avec Clément Ader, qui est le premier à innover dans ce domaine-là, même si son appareil n'a pas eu beaucoup de succès, mais son livre sur l'aviation militaire est époustouflant, si vous avez l'occasion de le lire, dans lequel il décrit ce que pourrait être une aviation militaire. Le titre du livre est quand même étonnant. Et il décrit par exemple l'attaque de Londres par les Allemands. Il anticipe la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, donc, ce que je voulais surtout insister, c'est vous montrer l'intérêt des militaires, puisque c'est les militaires qui vont financer le travail de Clément Ader. Traversant l'Atlantique est le premier vol, donc d'un plus lourd que l'air, motorisé, sustenté et contrôlé, il faut bien faire attention au dernier mot, contrôlé, et exécuté par les frères Wilbur et Orville Wright en Caroline du Nord en 1903. Ils font donc un vol de 200 mètres, mais il faut savoir quand même qu'en 1905, ils vont voler une demi-heure. À cette époque-là, on n'a rien en Europe d'équivalent. Et ce qu'on sait très peu, c'est que l'armée française va s'intéresser au travail des frères Wright et va envoyer une mission secrète aux États-Unis pour acheter leur découverte. Il n'y a aucune trace en France dans les médias, comme on dit de nos jours, sur ce voyage. Mais, le journal de Dayton aux États-Unis narre avec les noms, les dates et dit ce que vient de faire ce commandant Bonnel qui est envoyé par le gouvernement français. Bien sûr, les archives, vous en avez un exemple à droite, qui sont secrètes à l'époque, expliquent ce voyage. Ça n'aboutit pas parce que les frères Wright ne veulent même pas montrer leur appareil. Donc la chose en reste là, ils viendront plus tard voler en France, mais leur appareil n'équipera jamais l'armée française. Et puis le grand exploit, la grande nouveauté, qui est française, et donc on peut, sans trop de cocorico, dire que la France est bien, si ce n'est le berceau, mais le principal berceau de l'aviation, et c'est la traversée de la Manche par Louis Blériot qui démarre véritablement les événements. Ce qui est surtout intéressant, c'est la phrase que vous avez en bas à droite, par nos amis britanniques, qui ont compris que l'Angleterre n'était plus une île. Ils vont surtout s'en rendre compte lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc les militaires sont tout de suite très intéressés par
par ces nouveautés et il y a ces grandes manœuvres militaires dans lesquelles on intègre ces merveilleux fous volants sur le drôle de machine. Donc en l'occurrence, des officiers apprennent à piloter. La première école d'aviation est créée à Pau par les frères Wright d'ailleurs. Et donc ces aviateurs, ils volent de mieux en mieux, ils vont de plus en plus loin, et surtout, ils tiennent un point haut. Vous savez que pour les militaires, un point haut, c'est extrêmement important, être au sommet d'une colline. Le ballon, on sait que les ballons existent à cette époque-là déjà, et ils servaient à l'observation et au guidage d'artillerie. L'avion a un gros avantage sur le ballon, c'est qu'il se déplace. Donc on peut aller à différents endroits, et donc avec beaucoup plus de précision. Toutefois, cette aviation, c'est quoi? Mon exposé portera surtout là-dessus, je ne vais pas vous raconter l'histoire bataille de 14-18. Bon, ces avions-là, comme le disait le fameux film, sont extrêmement fragiles. Si vous avez l'occasion d'aller au musée de l'air et de l'espace à Paris, vous pourrez les admirer. Il fallait quand même être particulièrement intrépide, peut-être même inconscient, quelquefois, de voler sur ces appareils. Et lors de ces grandes manœuvres, en particulier en 1910, le général Foch, qui commande l'école supérieure de guerre, revenant d'une démonstration de ces appareils militaires, il dit tout ça, c'est du sport, c'est zéro. La phrase, il ajoute c'est zéro en plus. C'est quand même un peu étonnant quand on se connaît ce que sera la carrière du futur maréchal Foch, lequel saura parfaitement utiliser l'aviation dans la Première Guerre mondiale. Alors, cette phrase est souvent utilisée par l'armée de l'air pour montrer que les gens de l'armée de terre n'avaient rien compris. Mais il faut le remettre dans le contexte de l'époque, bien entendu. J'ai fait exprès, de façon à faire un peu de suspense, c'est qui cet officier qui critique, en fait, en disant que cette aviation naissante, c'est ce monsieur. Qui, très étonnamment d'ailleurs, même s'il a écrit ça, dans sa carrière militaire, peut s'intéresser à l'aviation. Le général de Gaulle, le président de la République française, après la Seconde Guerre mondiale, va beaucoup s'intéresser à l'aéronautique et à l'espace. C'est une autre époque. Alors, donc les choses avancent quand même rapidement au fur et à mesure que les matériels qui sont faits de cordes à piano, de bois, de tissu, avec des moteurs qui marchent quand ils le peuvent, qui sont extrêmement fragiles, avec des hélices pas très efficaces, des trains d'atterrissage extrêmement fragiles et aucune protection pour les pilotes. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est l'instruction de 1912 qui définit. Là, c'est officiel. À quoi servent ces aéroplanes? Alors, là, vous avez aéroplanes, parce que c'est comme cela qu'on appelait les avions. Donc, ce n'était pas des avions à l'époque, mais l'inspecteur général de l'aéronautique va décider, pour rendre hommage à Clément Ader, de ne plus appeler les aéroplanes, qui est tout à fait correct, hein, mais de les appeler avions. Parce que l'appareil, le deuxième appareil de Clément Ader, s'appelait avion. Donc, et les civils vont suivre, ils vont appeler leurs appareils avions, et la marine qui a des hydro-aéroplanes va les appeler hydravions. Donc, ces appareils-là, on les voit, même s'ils sont très fragiles, bon, pour faire de la reconnaissance. Voilà, ça ne peut pas servir à grand-chose d'autre. Ça paraît risible de nos jours, mais il faut bien entendu le remettre dans le contexte de l'époque. Alors, c'est quoi ces avions à cette époque-là, avec qui on va partir en guerre? Je vous ai mis quelques caractéristiques et quelques photographies. Vous avez vu, nous avons 162 avions, 5 dirigeables. On croit beaucoup aux dirigeables à cette époque-là. Beaucoup plus qu'à l'aviation. Ça va être une catastrophe, les dirigeables, dès le début de la Première Guerre mondiale. Donc, ces appareils, vous avez le poids, vous avez la puissance du moteur, vous avez la vitesse. Alors la vitesse est très intéressant, 80 à 100 km/h. Il faut quand même savoir que dans l'air, il y a du vent. Si quand vous volez à 100 km/h, vous avez un vent de 100 km/h en face,
vous faites du surplace par rapport au sol. Par contre, si vous avez le vent du dos, vous êtes à 200 km/h. Pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion d'aller aux États-Unis, vous avez dû remarquer que le voyage aller est plus long que le voyage retour. Pour la raison très simple, c'est que les vents soufflant d'ouest à est, dans l'hémisphère nord, l'avion, quand il revient de New York pour aller à Paris, il a le vent dans le dos. Et plus le vent est fort, plus le trajet est court. Par contre, dans l'autre sens, c'est plus long. Pour Lindbergh, il était plus facile de faire New York-Paris que faire le trajet inverse. Ça n'enlève rien, c'est un exploit d'ailleurs. Donc, et vous avez le temps de monter à peu près 35 minutes. Il faut savoir que pour monter à 2000 mètres, pour le Rafale, c'est quelques dizaines de secondes. Vous voyez un peu l'évolution dans ce domaine. Quant à la vitesse, elle est de 2000 km/h. Mais c'est une autre chose. Donc à cette époque-là, c'est très fragile et c'est sujet au caprice de la météo. Des avions en toile, vous voyez ce que ça donne quand il pleut. Donc on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? Alors, observation, reconnaissance, c'est évident, hein, mais également le guidage de l'artillerie. L'artillerie s'est développée et nous avons une artillerie à longue portée. Et la longue portée, les ballons sont insuffisants, la Terre étant ronde, hein, donc ce n'est pas très pratique. Alors donc, on veut faire du guidage d'artillerie, il n'y a pas de radio à bord des avions au départ, hein, donc il faut trouver des moyens de communication avec le sol. Ils mettaient des grandes pancartes pour le sol pour se repérer, ce n'était pas évident du tout. Autre problème également, c'est, vous avez vu qu'ils sont très habillés sur la photo de droite, et ce sont les températures. Bon, on sait bien que quand on va en montagne, quand on monte, la température, elle descend. Mais je vous ai donné une petite comparaison. Un vent de 60 km/h, c'est pas énorme. Donc, s'il fait 0 degré au sol, on perd 6 degrés par 1000 mètres en moyenne. Donc, les avions, à cette époque-là, montaient à peu près jusqu'à 1500 mètres. Donc, il y fait extrêmement froid, en température ressentie. Donc, ils sont habillés complètement. Et un certain nombre d'aviateurs reviendront avec les mains gelées ou les pieds gelés de leur vol. On a quand même pensé à armer les avions. Il ne faut pas croire qu'on a attendu la guerre on a essayé de tir à la mitrailleuse avant la guerre, on a fait des essais de bombardement, les frères Michelin y ont fortement contribué en faisant un prix de bombardement avec la guerre, mais vous avez sur la photo les moyens de lancement. Ils sont tout à fait sommaires, c'est la main de l'aviateur. La précision du tir, elle était ce qu'elle pouvait à cette époque-là. Par contre, ça avait un effet très important. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, il y a également pas mal de chevaux dans l'armée. Alors les chevaux, quand ils avaient ces bombes qui tombaient dans les parades, faisaient un bruit épouvantable, hein, ils n'aimaient pas bien ça. Et ensuite, pour le fantassin, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête, hein, pur et simplement. Et c'est là qu'on commence à se méfier des avions, et où les aviateurs vont prendre un rôle psychologique extrêmement important pour les hommes au sol. Car au fur et à mesure que vont s'armer les avions, qui vous en doutez bien vont devenir de plus en plus efficaces, hein, au fur et à mesure que la technologie va évoluer, et il n'y a rien de tel qu'une guerre pour faire évoluer ce genre de technologie. Donc dès qu'on voit un avion dans le ciel, on sait que celui qui est là-haut, si la météo bien sûr le permet, il voit très bien ce qui se passe en bas. On voit très bien, quand vous volez à 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, on voit très très bien les détails au sol. Donc à cette époque-là, la hantise du fantassin, ce sont les tirs d'artillerie. Or, si l'aviateur, puisque bien entendu le progrès va venir, et il y aura la radio à bord des avions, la radio au départ qui ne marchait que dans un sens, puis après dans les deux sens, va permettre de faire des guidages d'artillerie à longue portée qui vont être, je veux dire, incroyablement efficaces. Il faut quand même savoir que pas loin de 90% des morts de la Première Guerre mondiale sont dus à l'artillerie. Or, l'artillerie, elle est aveugle si elle ne peut pas être guidée. L'artillerie à courte portée, d'accord, mais pas l'artillerie à longue portée.
Or, l'aviation est le seul moyen qui permet une efficacité dans ce domaine. On va bien entendu penser à la chasse avant la guerre. Donc vous avez là, en février 14. Alors, la photo, c'est pas un trucage. Hein. Le tireur que vous avez là, il est réellement debout, en l'air. Or, vous le savez comme moi, un avion, ça remue. Comme ces avions étaient particulièrement légers à l'époque, vous voyez un petit peu le côté instable. Quant à la température, c'était sans commentaire. Or, à cette époque-là, on ne peut pas mettre les avions, plus tard, tireront ou dans l'axe de l'hélice ou à travers l'hélice. Mais ça n'existait pas à cette époque-là. Donc il fallait tirer au-dessus de l'hélice. Or, vous voyez un peu le genre d'acrobatie qu'il fallait faire. Vous avez la photo de droite, le pilote est derrière, et le mitrailleur est devant. Bon, ils ont fait des essais, ça s'est avéré totalement inefficace. Donc on a adopté ce système à mettre la mitrailleuse au-dessus du champ de l'hélice, ce que vous avez sur la photo de droite, mais ce qui exigeait du pilote pour réarmer sa mitrailleuse et l'approvisionner, de se lever et de tenir le manche à balai entre les genoux. Pas très efficace, vous en doutez bien. Et on se dit, bon, il faut pouvoir tirer à travers l'hélice, il n'y a pas d'autre solution. C'est l'avion, c'est le pilote qui, avec son avion, doit guider le tir, et la mitrailleuse, il faut qu'elle tire dans l'axe de l'avion, et pas en faisant de la gymnastique, qui était plutôt acrobatique. Et c'est Roland Garros, à gauche, c'est pas lui qui est sur la photo, qui va inventer le premier tir à travers l'hélice. Vous voyez sur l'hélice, il y a un déflecteur, ces deux petits traits que vous voyez, c'est une barre en métal qui à peu près, donc quand il tire, bien entendu, un certain nombre de munitions touchent l'hélice, 1 sur 3 à peu près, et elles sont déviées, sont éjectées du champ de l'hélice, elles ne cassent pas l'hélice, puisqu'il y a cette protection en métal. Donc Roland Garros va être le premier à utiliser ça, il va faire un malheur dans les lignes ennemies qui s'attendent pas à cette efficacité. Malheureusement, son avion aura une panne, il va être obligé de se poser dans les lignes ennemies, il va incendier son avion, mais pas suffisamment, et les Allemands vont découvrir le système. Mais ils sont plus efficaces, les Allemands, grâce à l'ingénieur hollandais Anthony Fokker, qui travaillait pour eux. Anthony Fokker va inventer la synchronisation du tir à travers l'hélice. Ça va être un carnage inverse, parce que les avions allemands vont s'avérer absolument redoutables. Quelques mois après, les Français mettront bien sûr au point également la synchronisation à partir du tir de l'hélice, et jusqu'à l'apparition des avions en réaction, puisqu'il n'y a pas d'hélice, la synchronisation existera sur tous les appareils. Bon, un avion, je vous ai dit, c'est fragile. Il faut aussi peut-être l'abriter. Donc c'était ces fameux hangars Bessonneau. Bessonneau, c'est le nom du constructeur des hangars. Vous voyez, ils sont en toile. Ce qui est très intéressant également, c'est donc fragile. À l'intérieur du hangar, il n'y a pas de chauffage. Mais enfin, il y a au moins l'abri de la pluie. Et pour les mécaniciens, ils peuvent un peu travailler à l'abri. Ce que vous avez devant, c'est l'aérodrome. Ce sont des pistes, c'est un champ, champ quelconque, et qu'on a utilisé. Là, j'aime bien cette photo. Vous avez là un champ quelconque qui va devenir un champ d'aviation, et vous avez un officier là qui coupe l'herbe pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes avec les avions. C'est pas dans les régions où ont lieu les combats de 14-18, il pleut. Donc il n'y a pas de piston dur là. Il y a là-dedans. Donc, très souvent, les avions capotaient à l'atterrissage, puisque les trains d'atterrissage étaient extrêmement fragiles, et casser l'hélice, c'est la fameuse expression, casser du bois. Alors, la guerre, comment, je ne vais pas vous raconter ce conflit, vous le connaissez, mais quelques points particuliers qui montrent pourquoi, évidemment, cette arme, qui n'en est pas une d'ailleurs, réellement, en 1914, va devenir décisive. Donc, bataille de la Marne. Très bien. Bon, vous connaissez l'histoire de la bataille de la Marne. Bon, mais pourquoi on la gagne ? Quand même intéressant.
Bon, tout simplement parce que des avions de reconnaissance britanniques, et britanniques comme l'aviation aussi, bien entendu, hein, les britanniques et français, vont détecter la manœuvre allemande, et en particulier de l'armée von Kluck, qui, au lieu de foncer sur Paris, vous le savez, modifie sa trajectoire et expose son flanc droit à l'armée qui est, et en particulier à celle qui est sur Paris. Donc c'est là qu'il y a cette fameuse décision de Joffre qui est prise, bon ben on va dégarnir Paris. Imaginez-vous le risque qu'il prenait. On ne réécrit pas l'histoire, mais supposez que politiquement, faire admettre au gouvernement qu'on allait enlever l'armée de la capitale, bon, le fait que ça s'est fait, il attaque sur la Marne et stoppe l'attaque de von Kluck. Donc les militaires sont très très surpris, et en particulier les Britanniques, donc il y a eu une petite coordination entre les deux armées. Ils n'y ont pas cru, hein, ne vous faites pas d'illusions. Il ne faut pas se faire plaisir et s'imaginer que l'aviation avait pignon sur rue. De Gaulle l'avait rappelé. Bon, ils ont envoyé des reconnaissances de cavalerie pour vérifier que l'inflexion de l'armée de von Kluck, bon, qui ont confirmé les choses. Bon, là, l'aviation, elle a pris quand même un sacré prestige. Et quand on lit les archives du haut commandement français de cette époque-là, les instructions données par Joffre sur l'aviation sont quand même très, très fermes, et il encourage vivement les généraux commandants d'armée à utiliser cette aviation. Il n'aura pas beaucoup de satisfaction quand même, mais ça commence à rentrer dans les faits. Bon, cet avion, il voit. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Sur le front Est, il y a les Russes, comme vous le savez, et les Allemands qui sont en guerre, et la bataille de Tannenberg a été gagnée en particulier par les Allemands grâce à une reconnaissance aérienne. Ça se sait très peu, mais là aussi l'aviation a été utilisée du côté allemand. Là c'est eux qui ont réussi. Donc, bon, ces avions-là, ils font de la reconnaissance, un peu de guidage de l'artillerie, c'est très bien. On est toujours en 14, vous voyez, en octobre. Donc, et là, aux surprises, les avions, on leur tirait dessus, bien entendu, on leur tirait dessus avec des fusils, on leur tirait dessus avec des mitrailleuses, hein, et on commençait à leur tirer dessus avec des canons. Bon, c'était pas très très efficace. Et puis, en octobre 14, donc, comme il y avait une mitrailleuse sur l'avion de France et de Queneau, ben, ils arrivent à abattre un avion allemand. C'est la première victoire aérienne de l'histoire. Elle va faire sensation. Et c'est là qu'on va se rendre compte que le pire ennemi de l'avion, c'est un autre avion. Et vous sentez que je vais en venir peut-être à une nouvelle catégorie d'avions. On a de l'aviation de reconnaissance et de guidage d'artillerie, on a une aviation de bombardement. Peut-être qu'il y aura une aviation qui va très vite s'appeler l'aviation de chasse, qui va jouer un rôle extrêmement important. Parce que c'est une chance extraordinaire, parce qu'un mobile tire sur une autre mobile à partir d'une mitrailleuse qui est elle-même mobile, vous voyez le pourcentage possible de réussite. Très faible. Le fait est qu'il a réussi, hein, et il a battu cet avion allemand. Ça a quand même fortement impressionné les Allemands et les Français et les Britanniques. Donc, on s'est dit, mais ces avions, ils pourraient peut-être aussi servir à liquider les ballons qui font du guidage d'artillerie à cette époque-là. Et on va doter les avions de fusées, c'est un militaire français, un marin d'ailleurs, hein, qui va mettre ces fusées, bon, elles sont sommaires, mais elles sont très efficaces. Hein, donc c'est la première utilisation, en quelque sorte, j'anticipe un peu, de missiles RR, hein, là-dedans. Donc, les ballons, ils ne pouvaient pas aller bien loin quand ils étaient attaqués par les avions. C'est pour ça qu'on a très vite doté l'observateur d'un ballon de parachute, et dès qu'il voyait qu'un avion ennemi s'approchait de lui, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il sautait avec son parachute, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Hein.
Alors, l'autre événement, donc je vous dis, l'aviation, elle continue à évoluer, donc cette aviation de chasse se développe progressivement, mais c'est pas encore bien rentré dans les mœurs, surtout du côté de l'état-major français. Bon, l'aviation, c'est bien, bon, mais on ne voyait pas trop à quoi ça allait servir. Et puis, alors, ces aviateurs, ils avaient des gros défauts. Entre nous soit dit, quand je dis aviateur, n'oubliez pas que ce n'est que du personnel de l'armée de terre. Ce que je me fais toujours un plaisir d'expliquer aux jeunes qui sont dans l'armée de l'air, dans les écoles de l'armée de l'air, que les célèbres aviateurs, dont le célèbre Georges Guilmer, c'est quand même l'officier de l'armée de terre. Bon, alors, ceci dit, c'est quand même un aviateur, bien sûr. Et donc, vous connaissez vous aussi, bien entendu, je ne vais pas l'expliquer, la bataille de Verdun, mais qu'est-ce qui fait que ça marche? Du côté allemand, s'entend, au départ. Eh bien, les Allemands concentrent, bon, l'artillerie, vous le savez, qu'ils amènent des hommes aussi, qui préparent leur terrain, tout ça on le sait, mais ce qu'on finalement on sait beaucoup moins, c'est qu'ils concentrent sur le front de Verdun environ 180 avions de chasse, de façon à abattre les ballons français qui pourraient guider l'artillerie française. Et quand en février 16 se déchaîne l'artillerie allemande, guidée bien entendu par les ballons allemands, c'est une catastrophe du côté français, parce que l'artillerie allemande, elle est guidée par les avions, par ces avions d'observation, et donc elle cloue au sol l'artillerie française, et bien entendu les avions de chasse allemands se font un plaisir d'abattre les avions de reconnaissance et de guidage d'artillerie français qui sont en très petit nombre sur le champ de bataille. Et ça se passe très mal. Et donc la situation est dramatique. Donc le commandement français donc, décide, bon, il faut contrer cette offensive, et en particulier, eh bien, il faut aveugler les Allemands, qui nous ont aveuglés. L'artillerie française est aveugle, elle ne peut pas riposter, sauf l'artillerie à courte portée, hein. Mais l'artillerie à longue portée, les canons lourds, qui sont quand même un peu plus en arrière, donc si on ne peut pas guider, et c'est la fameuse expression qui est employée, hein, donc on envoie le commandant de Rose là-bas, avec pour mission l'offensive à outrance. C'est le terme des instructions qui lui sont données. Quand vous dites offensive à outrance, hein, ça veut dire qu'on ne regarde pas la casse. Hein. Et en lui disant, je suis aveugle, hein, il faut à notre tour aveugler les Allemands. Donc, Joffre, Pétain, hein, comprennent très bien la situation, et c'est là que va se dérouler pour la première fois de l'histoire, donc la première bataille aérienne de l'histoire entre l'aviation allemande et l'aviation française. C'est les Français qui la gagneront, hein, et vont se couvrir de gloire dans ce domaine-là. Les aviateurs allemands aussi, il ne faut pas leur enlever le mérite. Hein, si nous avons Guilmer d'un côté, Fonck, Navarre et autres, ils ont le célèbre Manfred von Richthofen de leur côté. Et puis un autre qui sera beaucoup plus connu dans la Seconde Guerre mondiale, c'est Hermann Göring. Hermann Göring est un pilote de la Première Guerre mondiale, un des as allemands de la Première Guerre mondiale. Il prendra un très mauvais virage par la suite. Et donc on arrive à clouer les Allemands, mais ils ne passent pas. Alors, à partir de ce moment-là, on se dit, bon, il faut l'organiser, cette aviation. On ne peut pas avoir quelque chose d'empirique. Donc, on va regrouper. Alors, on va les regrouper à l'escadrille. On va les regrouper par spécialité. Hein, et on va organiser les missions, dire comment ça va se passer. On va demander aux pilotes les plus confirmés, les fameux as. Pour être as, il fallait avoir au moins 5 victoires homologuées. Hein, il ne suffisait pas de dire j'ai abattu un avion, hein. Donc il fallait que c'était vu du sol. Et le mythe du héros, du chevalier de l'air, vient à cette époque-là pour 2 raisons. Bon, l'avion, il est dans le ciel. Et vous savez que le ciel, il est toujours défini comme étant bleu. Donc il est beau. Hein, donc c'est ce fameux chevalier du ciel. À terre, surtout en hiver, le fantassin est beau. Hein, vous voyez dans quelles conditions il est, et il voit dans le ciel ces
cet appareil extraordinaire, qui apparaît très peu de temps d'ailleurs, et qui est une menace épouvantable pour lui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, voir un avion, hein, c'est à peu près être certain, ennemi s'entend, hein, c'est à peu près être certain que l'artillerie adverse va se déchaîner, et vous en connaissez les conséquences. Donc on va organiser cette aviation qui continue à se moderniser. Vous pensez que, j'en parlerai un peu plus loin, qu'à l'arrière, il travaille sur des appareils de plus en plus modernes, de plus en plus performants. C'est le progrès technologique habituel, hein, dans les technologies. Et va se créer ce mythe de l'as à une époque où les familles reçoivent énormément de tristes nouvelles, de blessés ou de morts de leurs enfants, de leur père, de leurs cousins, de leur oncle, et un peu pour animer l'esprit de la nation, on ira chercher Jeanne d'Arc d'un côté, hein, et puis on ira chercher ces as, ce qui est très étonnant pour les militaires. Vous savez que dans les armées, c'est l'unité qui est mise en valeur. Hein, très rarement les individus. Bon, le chef de l'armée est connu, hein, mais pas, si vous voulez, les combattants en dessous. Et pour remonter un petit peu le moral de la nation, on a fait de certains de ces as, le mot joli d'ailleurs, hein, un as, de véritables héros, et la presse est dithyrambique sur eux. Ils prendront des risques invraisemblables, ce sont de vrais casse-coups. Le plus célèbre, c'est Guynemer, qui n'est pas l'as français. L'as français, c'est Fonck. Le Guynemer est deuxième. Donc, et l'as de la Première Guerre mondiale, c'est von Richthofen. Donc, ces as vont beaucoup nuire à la future armée de l'air. Parce qu'un certain nombre d'entre eux, et malheureusement un certain nombre un peu trop important, vont avoir une conduite pas très très belle en dehors du combat, hein, bien entendu, quand ils vont revenir à l'arrière. Et en particulier, quand ils se rendaient à Paris, où ils étaient adulés des dames, hein, en particulier, et dans lesquels ils menaient une vie de débauche qui a beaucoup nui et qui a fait très mal voir le personnel de l'armée de l'air, ce qui vous explique que par la suite, quand on va essayer de passer d'une arme à une armée, l'armée de terre et la marine, les chefs de l'armée de terre et la marine sont, et un certain nombre de politiques, extrêmement réticents, hein, à donner une armée à des personnes qui ont mauvaise réputation. Bon, ça finira par se faire, mais il faudra quand même attendre 1933. Hein. Quand on sait que la Royal Air Force est créée en 1918, du côté allemand et du côté anglais, les aviateurs se comportaient de la même façon. Mais c'est le mythe de l'as, du héros, était extrêmement important et l'est encore de nos jours dans toutes les armées de l'air. Alors, donc, l'as français, c'est Georges Guynemer, qui disparaît en 1917, il va 100 ans l'année prochaine, qui est mort, comme on dit, sa citation en plein ciel de gloire. Ah, on associe toujours le ciel, hein, avec les aviateurs. Et bon, j'en profite pour être dans l'actualité. Cette photo qui est très belle, qui est du SPAT 7 de Georges Guynemer, qui est équipée d'une hélice qui a été construite qui a été conçue par un aviateur dont le nom est très peu connu, qui s'appelait Marcel Bloch, mais qui va devenir très célèbre sous le nom de Marcel Dassault. Donc Marcel Dassault, avec son copain Henri Potez, tous les deux qui étaient ingénieurs de l'école supérieure d'aéronautique et de construction mécanique avant la guerre, vont devenir constructeurs d'hélices, puis constructeurs d'avions. Donc cette hélice équipe le SPAT de Guynemer et d'autres avions français, y compris également des avions anglais et américains. Et donc c'était le centenaire de cette année. J'en ai profité pour vous mettre en dessous le timbre-poste qui est sorti la semaine dernière pour justement commémorer ce centenaire de l'hélice éclair. Petit clin d'œil 100 ans après. Donc, cette aviation, je vous l'ai dit, elle évolue et elle va de plus en plus haut, de plus en plus vite, de plus en plus loin, et elle est, de plus en plus crédible. Mais on a tout inventé. Hein.
Et on va tout inventer dans la Première Guerre mondiale, au niveau des matériels et également au niveau des missions. Une mission qui est très peu connue, par exemple, dont on parlera beaucoup dans la Seconde Guerre mondiale, c'est de déposer des espions dans les lignes ennemies. Nous allons amener des officiers faire de l'espionnage dans les lignes allemandes et nous allons les récupérer avec des avions. Vous voyez, donc le bombardement, la reconnaissance, la chasse, tout cela est inventé dans la Première Guerre mondiale. Ce qui manque dans la Première Guerre mondiale et qui est le gros problème, je rappelle que les avions sont en bois, hein, pas en métal. Hein. Donc, ils sont extrêmement fragiles. Donc, ce qui manque, c'est la solidité des structures des avions et surtout, le moteur. Les moteurs c'est essentiel. Hein. S'il n'y a pas de moteur dans l'avion, on ne peut rien faire. Donc, ces moteurs sont extrêmement fragiles, tombent très souvent en panne. L'huile gèle. Parce que s'il fait moins 5 au sol, l'huile dans le moteur, elle est également gelée. Hein. Donc vous ne risquerez pas, il n'y a pas de démarreur électrique, hein. Ça se démarre à la main, le moteur, embrassant l'hélice. Donc cette évolution est extrêmement importante et on invente plein de technologies. Les vitesses, bon, elles augmentent un peu, elles doublent, mais ce n'est pas énorme. Hein. Passer de 100 à 200 km/h, bon, c'est mieux, bien entendu. Par contre, les combats aériens montent, on va beaucoup plus haut. Autant vous dire qu'à 5000 mètres, il fait froid. Hein. Donc, parce qu'on a inventé les compresseurs pour mettre sur les moteurs, parce que plus vous montez, moins l'air est beaucoup moins dense, et les moteurs ont besoin d'air pour fonctionner. Donc, les compresseurs permettent d'aller plus haut. Mais on est limité, ne serait-ce qu'à cause de la température. Le pilote, l'observateur, le mitrailleur, il est à l'air libre. Hein, et donc, il subit le vent de façon extraordinaire. Donc, les avions augmentent de puissance au fur et à mesure que les moteurs sont plus puissants. Cette évolution, il y a l'arrière quand même, dont il faut parler. Les avions, il faut les fabriquer. Bon, donc, et là, il y a un progrès énorme. L'industrie aéronautique française est la première au monde à cette époque-là. Donc, nous avons fabriqué plus de 90 000 moteurs, ce qui est énorme. Donc, nous avons équipé des avions anglais, des avions américains. Donc on est au premier rang mondial, donc avec une production qui est énorme. Et nous avons 4400 avions à la fin de la guerre. Les Allemands en ont quasiment la même quantité. Les Britanniques en ont beaucoup moins, mais les Britanniques ont surtout compris que eux qui étaient une île et que l'Angleterre n'était plus une île. Et voyant le progrès de l'aviation, ils ont décidé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de constituer une unité. Au départ, c'était le Royal Flying Corps, qui va devenir la très célèbre Royal Air Force, qui, dans 2 ans, va fêter son 100e anniversaire. Et je peux vous dire que ça va se savoir, ils sont déjà fortement en train de la préparer. Donc, l'aviation française est la plus perfectionnée au monde à cette époque-là, la plus puissante. Malheureusement, entre deux guerres, on va un peu oublier tout cela. Et je voudrais en profiter pour, puisqu'il y a des dames dans la salle, rappeler le rôle des femmes dans la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'hommes sont au front. En ce qui concerne l'aéronautique, dans les usines, 70% des effectifs, c'est du personnel féminin. Merci, mesdames. Je trouve cette photo absolument superbe et extraordinairement macho. Vous avez remarqué le monsieur qui est derrière les dames. Je pense que c'est un contremaître. Il y aurait eu un contremaître femme derrière pour guider ou surveiller les travaux. J'aurais trouvé ça normal. Vous avez une des raisons peut-être pour lesquelles, mesdames, vous n'avez pas le droit de vote après la Première Guerre mondiale. Mais les femmes ont fait un travail. Elles sont dans l'industrie d'armement, pour fabriquer des obus, etc. Mais pour l'aéronautique, c'est quand même extraordinaire. Et donc cette aviation qui évolue de plus en plus, voilà les appareils que l'on a vers la fin
de la guerre. L'aviation est reconnue comme une arme à part entière dans le dispositif militaire. Il lui manquait, pour être une arme efficace, parce que, bien sûr, moi qui suis passionné par l'aviation, vous en doutez bien, il faut que je refreine quelquefois mon ardeur, parce que un peu tendance à dire que, et quelquefois c'est écrit, que l'aviation à elle seule a permis de gagner la guerre. Ce n'est pas vrai dans la Première Guerre mondiale, ni dans la Seconde, et même de nos jours. Mais de plus en plus, l'aviation, on s'aperçoit, devient essentielle. Une chose est certaine, c'est que si vous n'avez pas d'aviation, si vous avez une aviation, vous pouvez peut-être gagner la guerre. Mais une chose est certaine, c'est que si vous n'avez pas d'aviation, vous êtes certain de la perdre. Et ça, cette leçon, on ne l'a pas retenue. Malheureusement pour nous, de l'autre côté du Rhin, ils ont très bien compris. Et une des raisons du succès des Allemands en 1940, c'est la puissance de leur aviation. Et de l'autre côté de la Manche, heureusement pour nous, les Anglais ont très bien compris l'importance de l'aviation, puisque c'est une armée, pas une arme, une armée, dès 1918. Et quand va se livrer la bataille d'Angleterre, qu'ils vont gagner, il faut quand même penser, on a toujours tendance à l'oublier, parce que la défaite de la France éclipse ce qui s'est passé de l'autre côté de la Manche. La première défaite d'Hitler, c'est l'été 40. Après nous avoir mis à genoux, n'ayant pas pu envahir l'Angleterre, ça change tout. Hein. Et là, c'est réellement l'aviation qui, non pas a gagné la guerre, mais a gagné cette fameuse bataille qui est absolument décisive dans la suite de la guerre. Donc l'aviation apparaît dans tous les pays maintenant comme une véritable armée, et tirant, si vous voulez, les leçons de cette gloire qu'ils ont commencé à acquérir dans la Première Guerre mondiale, eh bien, ils sont devenus une armée majeure qui, de nos jours, on ne peut pas s'en passer, hein, incontestablement. Et je termine en vous disant qu'il y a l'étape suivante qui est la prolongation de l'air, ben c'est l'espace, puisque on va s'ouvrir à une nouvelle dimension beaucoup plus tard, et où l'équipement spatial rencontre les mêmes difficultés qu'ont connues les aviateurs pour s'imposer au début de ce siècle, et très peu de pays ont compris l'importance que prend progressivement l'espace, et on ferait bien de temps en temps de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Nous, en France, on a un peu freiné les débuts de l'aviation, hein, et en ce qui concerne l'espace, on n'est pas trop également dans le coup. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. À partir de quel moment on est passé du biplan au monoplan ? On les a très rapidement. Hein. Je veux dire, c'est pas. On a déjà des essais, des prototypes, comme on dit, hein, avant la guerre. Donc, beaucoup de choses ont été inventées avant la guerre, mais ce n'est pas une production industrielle. Donc, la fragilité des appareils, donc les biplans étaient plus solides, mais c'est les monoplans qui vont l'emporter. Hein. Oui, moi je voulais savoir comment se faisait au départ le recrutement des pilotes, parce que c'était très peu nombreux au début du conflit. Ah ben, dans toute la guerre, il y a 1600 pilotes. Hein, donc 200 sont des as. Les autres sont complètement oubliés. Ok, dans les as, on ne connaît que ceux qui ont le plus de victoires. Donc le recrutement, il n'y a pas d'armée de l'air. Hein. Donc il n'y a pas d'école de l'air, il n'y a rien de tout ça. Donc, je vous ai dit, les officiers là, de l'armée de terre qui s'intéressaient à l'aviation, très mal vu, hein, bien entendu. Ce n'est pas du tout une arme noble. D'abord, ce n'était même pas une arme au départ. Donc c'était des casse-coups. Hein, ils avaient tendance à être un peu indisciplinés, bien entendu. Hein, donc ça ne marchait pas. Donc le recrutement, c'était des gens qui voulaient, prenez l'exemple de Guidemer, qui voulaient être aviateurs. Donc il n'y a pas d'école. Donc c'était l'apprentissage sur le tas, sur le terrain, avec les chefs de l'aviation de l'époque, dont les grades les plus élevés, c'était commandant. Hein.
pas de généraux dans l'aviation. Donc ce n'était pas des gens qui avaient un rang très élevé, donc ils n'avaient pas de pouvoir de décision. Dans le recrutement, il est un peu à la demande. Et c'est empirique hein, comme formation. Et si, mais c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de morts, beaucoup de casses, parce que c'était sur le terrain qu'ils apprenaient à utiliser leur appareil, et s'ils avaient la chance dans leurs unités d'avoir des pilotes expérimentés, eh bien, ils pouvaient un peu les former, mais il n'y a pas d'avion biplace, par exemple, pour former les pilotes. Vous vous êtes formé au sol sur un avion dont on a coupé les ailes pour qu'il ne décolle pas, hein, et vous roulez au sol, vous faites des petits bonds comme ça, on vous explique, c'est le cas de dire au tableau noir comment il faut rouler, et puis il craque, on vous lâche un peu dans la nature. Donc c'est pour ça qu'il y a une casse épouvantable. Dans le recrutement, il se fait à la demande. Alors évidemment, les fantassins qui sont au sol et qui voient les aviateurs là-haut, ils les envient un peu. Et puis il faut reconnaître que les aviateurs sont surtout les as, hein, ils étaient bien logés, ils étaient bien nourris, ils étaient chouchoutés, ils avaient beaucoup de permissions pour aller à l'arrière, de préférence à Paris. Hein, et ils défrayent la chronique, il suffit de lire les journaux de l'époque, qui ne les critiquent pas. Hein. Ils ne sont pas critiqués, hein, ils sont admirés. Par contre, dans l'état-major, c'est pas très apprécié. Est-ce que la manipulation des commandes, par train, exigeait une force physique ou est-ce que c'était assez facile? Ils ne volaient pas bien vite, les avions. Bon, moi je suis pilote d'avion, hein, donc, des petits avions d'aéroclub. Hein. Les avions en aéroclub, ça vole entre 150 selon les modèles et 200 km/h, donc vous les manipulez très facilement. Hein. Non, il n'y a pas de problème, il faut attendre que les vitesses augmentent. C'est le nombre de G que vous encaissez. Hein. Plus vous tirez sur le manche, plus vous encaissez des G. Même sur un avion d'aéroclub. Hein. Moi, je m'amusais avec les passagers, donc on prenait un virage à droite, en disant, virage gentil, hein, en disant, lève la main droite, qui pesait beaucoup plus lourd que la main gauche. Hein. C'était assez amusant. Non, c'est pas un problème. Le problème principal, c'est le froid. Hein, et la fiabilité de la structure et du moteur, surtout du moteur. Il tombe en panne, vous êtes obligé de vous poser. Et se poser, il n'y a pas d'aérodrome. Petite précision quand même sur les aérodromes, la première piste en dur est créée par les frères Michelin à Olna. C'est la première piste en dur au monde. Hein, donc ils construisaient, les frères Michelin, des Breguet pour approvisionner les armées françaises. Mais piloter les avions, non, il n'y a pas d'effort particulier. Mais pensez également qu'il y a des problèmes d'altitude, il y a des problèmes je vous ai dit, de température, mais également, ils n'avaient pas d'oxygène, ils n'avaient pas de masque à oxygène. Hein. Ils n'allaient pas très haut. Enfin, ceux qui montaient quand même à 4000 mètres, c'est quand même haut. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans les avions, c'est le changement d'altitude qui est extrêmement brutal. De 4000 mètres, si vous vous mettez en piqué, vous plongez, vous redescendez très vite. Donc les différences de pression pour l'oreille en particulier, c'est extrêmement important. Donc, et la médecine aéronautique n'existait pas, elle va commencer à exister lors de ce conflit. D'accord. Merci beaucoup, voilà. monsieur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. Et allez admirer les beaux avions.